Donc les engrais verts et les litières peuvent provoquer des retards de minéralisation, surtout au printemps. Et quand je dis peuvent provoquer, le mot peuvent est mesuré, mais elles provoquent souvent des retards de minéralisation. Et plus le sol est palo, moins le sol est vivant, et plus ces retards de minéralisation sont marqués. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'inertie dans le sol, il n'y a pas d'accumulation de matière labile, et du coup, on travaille en flux tendu. Les minéraux qu'on avait de disponibles, la totalité bascule dans les engrais verts, sont consommés par la litière qui produit du champignon, et du coup, zéro stock. Par contre, si j'ai un sol qui est très poreux, très aéré, en fait, et qui contient des humus qui se minéralisent, les retards de minéralisation vont être beaucoup moins marqués, parce qu'il va être un peu plus chaud et qu'il va y avoir du stock. Là, j'ai un exemple, ça. Voilà. Donc, sous serre, un radis loupé, qui est monté à graines parce qu'il a fait trop froid, je me dis, il va basculer en engrais vert. Super. Comme ça, je ne perds pas mon temps. Et je n'ai pas perdu mon temps à mettre. Donc, c'était un radis semé en dérobé dans une aubergine pour pouvoir avoir du radis transitoire avant de basculer sur une culture d'hiver derrière, quoi. Ce qu'il y a chez moi, il fait super froid et en fait, il n'a pas réussi à faire sa petite boule. Les gelées sont arrivées, il était imbouffable et du coup, je l'ai laissé pousser. Je me dis, ça fera un engrais vert. Donc, ça fait un joli engrais vert. Derrière, je l'ai paillé et une partie a été paillée avec une luzerne mélangée à de la dactyle, un foin de luzerne mélangé à de la dactyle, donc couché à fleur comme ça et juste paillé. Donc, il va mourir parce qu'il est à fleur. Grâce à ça. Il n'y aura pas besoin de poser une bâche par-dessus. Et là-bas, sur le côté à côté, en fait, c'est un reste de litière qui a fermenté pendant l'été. D'une luzerne, pareil, mélangée de dactyle, qui a fermenté et qui a été attaqué. Ensuite, je plante de la betterave. Donc là, c'est la plantation de betterave à l'intérieur de mon mulch avec la litière. Première chose que je vois, c'est qu'il y a plein de manques. Donc c'est très difficile d'implanter une betterave en plomb, surtout si c'est la canne à planter là, dans une litière épaisse parce qu'on a du mal à arriver jusqu'au sol, que la plante peut se retrouver pas assez grande et du coup elle est sous le mulch et elle n'arrive pas à avoir assez de lumière pour dégager. Donc il me manque vachement de choses. Cette plante-là a été plantée en même temps que cette betterave sur la litière qui était pré-minéralisée. Et du coup, l'autre, elle a poussé à la balle et elle a pris 3 semaines d'avance. Aujourd'hui, l'autre arrive au même rendement, mais avec 3 semaines de retard. Parce qu'après, ça finit par minéraliser parce que mon sol, je l'ai bombardé dessous. Au niveau des mauvaises herbes, là, la litière était en train de se dégrader et on commence à avoir de la panique qui sort partout. Là-bas, l'autre litière, il n'y a absolument aucune panique, c'est les vivaces qui passent au travers. Je ne sais pas si vous voyez, c'est le chardon qui passe au travers. Ce ne sont pas les annuels. Donc si cette serre-là avait été mieux conduite avec du bâchage, en fait, j'aurais 0 herbe. Ni annuelle, ni vivace. Mais par contre, j'ai 0 fertilité. Donc 0 herbe, 0 fertilité, ça équivaut à beaucoup d'herbe et beaucoup de fertilité, c'est-à-dire 0 récolte. C'est le même résultat au bout du compte, mais c'est 2 voies différentes. Donc la voie 1 comme la voie 2 ne sont pas les voies idéales. Mais elles tendent vers quelque chose d'idéal. Qu'on va essayer de définir ensemble. Et du coup, j'ai déjà mis ça, je crois. Putain, c'est pas vrai. Hein. Attends, je ne sais pas dans quel sens je dois avancer, quoi. Voilà. Le truc, c'était comment gérer les retards de minéralisation maintenant. C'est-à-dire, ce que je constate, c'est que ces retards de minéralisation, c'est une vraie réalité et tous les maraîchers qui font du maraîchage, comme fait Mathieu ou moi, le savent. Ils le vivent, ils le prennent dans la gueule et surtout au printemps et plus les milieux sont froids. C'est vraiment un vrai problème. Donc les outils qui ont été pensés, et certainement qui ne sont pas exhaustifs, du moins je l'espère, qu'il y en a encore plein d'autres, ça va être l'élément majeur qui permet d'aggrader les sols, comme on l'a vu, c'est l'humus. Et du coup, cet humus va produire de la porosité. Et si j'ai 50% d'air dans le sol, et que ce sol, je ne le remplis pas d'eau, il va beaucoup moins refroidir parce que l'air est un isolant. Il va tempérer le sol. Donc, une des premières choses à faire pour éviter les retards de minéralisation, c'est avoir un sol poreux. Et travailler pour avoir un sol poreux. Mais de toute façon, il faut travailler pour avoir un sol poreux pour avoir des légumes. Mais ça n'empêche que dans les retards de minéralisation, ça va se ressentir.
Si je mets le thermomètre dans un sol tassé et humide en fin d'hiver et que je mets mon thermomètre dans un sol aéré et poreux, la température va varier. Ça va être des facteurs de variation de température. Donc même sous litière, il sera un peu moins froid que sous une litière qui est posée sur un sol damé. Donc les débutants ont tendance à balancer la matière organique, comme avait fait Mathieu, sur des sols pas travaillés et massifs. Non seulement ils asphyxient les sols, mais ils les empêchent de se réchauffer, donc l'activité biologique ne démarre pas du tout. Et du coup, ça ne marche pas. On ne peut pas faire du non-travail du sol sur un sol tassé. Il faut le travailler, d'une manière comme d'une autre. Donc, ce qui va permettre de faire ça, c'est l'humus, et c'est l'humus de très bonne qualité. Donc on travaille à fabriquer un humus de très bonne qualité, quoi. L'autre impact qu'il va y avoir sur le retard de minéralisation, ça va être la qualité des matières organiques qu'on a apportées. Ici, ce schéma, il vous montre le C sur N. Le bois d'un tronc, il fait plus de 500, je ne sais pas quoi, C sur N. Donc le C sur N est équivalent à 500, voilà, je cherche le mot. Le C sur N est équivalent à 500. L'humus stable, donc l'humus qu'on cherche à avoir, cet humus stable, il est de 10. Donc vous imaginez la quantité d'azote qu'il faut bombarder pour descendre de 500 à 10. Cet azote, il va être pris obligatoirement dans le sol au détriment de la plante. La nature va privilégier la formation d'humus au détriment de la formation de plantes. Donc du coup, si moi, je balance sur mon sol de la sciure de scierie et que je mets ça au printemps sur mon sol, mais je peux être sûr que je vais avoir des retards de minéralisation énormes. Je vais me retrouver avec... Il n'y a rien qui va démarrer, et puis là, non seulement il n'y a rien qui va démarrer au printemps, mais il n'y a rien qui va démarrer jamais, quoi. C'est-à-dire, même quand la chaleur va revenir, ça va avoir du mal à démarrer. Donc, quand on est sur des cultures de printemps, il faut être sur des C sur N qui sont aux alentours de 10. Donc, soit j'introduis des matières organiques à faible C sur N, comme les tontes de gazon, ou les foins de légumineuses, trèfle ou truc. Soit je prépare ma litière comme j'ai fait précédemment, par une fermentation anticipée, qui va être déjà redescendue un C sur N bas, parce que l'activité biologique précédente va faire que la litière va être un C sur N bas, et qu'elle va libérer plus tôt. Donc c'est une des manières qu'on va avoir de gérer les retards de minéralisation. Autre chose, ça c'est un truc que je commence à faire, mais qui apparemment est prometteur. Ça, ce que vous avez là, c'est de l'enrubané. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'enrubané, c'est de l'ensilage en fait. C'est de l'herbe préfermentée. Donc, on fauche de l'herbe, là c'est de la luzerne, dans ces ballots-là. On les fauche, on fait un round-balleur humide, elle n'est quasiment pas séchée, et on l'entoure de plastique pour qu'il y ait une fermentation du type rumen de la vache qui se mette en place. Du coup, on préfermente le foin. Si je mets une litière préfermentée sur mon champ, bon ça c'est expérimental, je n'ai pas encore vraiment de vérification, ça a l'air d'être prometteur. En fait, il y a des grandes chances que j'ai une litière qui va consommer moins d'azote parce qu'elle a déjà commencé à fermenter. Et du coup, le processus de fermentation que j'aurais fait sur un an en plein champ, en fait, il va être activé. Et sûrement qu'en plus, comme j'ai fait une pré-fermentation avec des ferments lactiques équivalents au rumen, je vais bombarder le sol de bactéries qui vont accélérer je vais infecter le sol d'une bactérie qui va servir à dynamiser mon sol. En plus, là c'est de la luzerne, donc j'ai en plus une matière première qui a un C sur N très bas. Et du coup, oui. Donc là, on est sur des matières qui minéralisent facilement pour gagner du temps, c'est ça ? Gagner du temps. Mais est-ce qu'on pourrait aussi utiliser des matières fermentescibles pour des dégagements de chaleur, un peu inspirés de la couche chaude, quoi ? Après, le problème, c'est que pour qu'elle dégage des chaleurs, il faut une certaine épaisseur. Ouais. Et j'ai peur que l'épaisseur d'une litière qui ne soit pas handicapante pour la plantation des plants puisse dégager de la chaleur, quoi, tu vois.
Ouais, et tu n'as pas fait d'expérience dans ce sens-là. Non, j'ai pas fait de différence là, mais j'ai peur moi de ça, quoi, tu vois. J'ai peur qu'en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu mets le compost déchet vert qui fermente encore sur le sol, il est très chaud dans le tas, et en quelques heures, il refroidit dès que tu le mets à plat. Tu vois, la fermentation s'arrête. Il y a un effet de volume qui fait que la fermentation dégage la chaleur, quoi. Une chose est sûre, certainement, c'est une pensée que j'ai, mais que je n'ai pas vérifiée, c'est que le métabolisme, d'une manière générale, dégage de la chaleur. Si tu as un sol vivant, il y a des grandes chances qu'il y ait une chaleur qui se dégage, en plus qu'il y ait de la porosité. Et après, ce que je pense aussi, c'est que la respiration dégage du CO2 et que le CO2 est un gaz lourd. Et que si tu as un phénomène de brise-vent qui évite qu'il y ait du vent, ces gaz restent en surface du sol, il doit y avoir des micro-effets de serre qui se mettent en place. Et que c'est possible que ça joue dans l'augmentation de la température. Mais pas d'une manière aussi forte que si tu mets une bâche noire, tu vois, ou que si tu as des litières qui sont prédégagées, ou que si tu travailles le sol, tout simplement. Tu travailles le sol et que tu le mets à nu en le travaillant, tu vas avoir des retards de minéralisation qui vont être diminués, quoi. Ou que si tu balances de l'ammonitrate. Tu vois, tu balances de l'urée ou du nitrate de chaux sur un sol, en fait, tu vas avoir des nitrates disponibles. Même si le sol est froid, la plante, elle va choper. Elle va choper à bouffer, quoi. Et alors moi j'avais une petite question aussi, c'est si tu mets ça donc en tant que couvert, Ouais. t'as pas peur que la mauvaise herbe ait les annuelles, elle ait toutes les conditions adéquates, la chaleur, la nourriture, un petit peu d'humidité vu que ça se décompose, pour justement pousser plus vite? Il manque un élément majeur, la lumière. La lumière, c'est celui qui bloque tout. Ouais, mais ça, si tu le mets au-dessus. Oui. Donc si ça s'est posé au-dessus du sol, il n'y a plus de lumière qui arrive sur le sol et donc il n'y a pas de levée de dormance. Mais je parle pas de ce qu'il y a sur le sol, mais de ce que le vent apportera. Le vent va se poser, admettons que la graine tombe sur la litière. Le problème, c'est que la litière est peu propice à la levée des graines parce qu'en fait, les flores de litière sont antagonistes à la levée des plantes. Tu vois, la plante ne lève pas sur la litière et c'est le problème que tu as quand tu passes ton outil et qu'il dépose la graine sur la litière. Toutes celles qui sont sur la litière, en fait, elles ne lèvent pas parce que les conditions ne sont pas bonnes ou si elles lèvent, elles dessèchent, elles meurent. C'est que celles qui ont réussi à passer sous la litière qui vont le lever. C'est ça qui fait des trous dans la levée de betterave et de fenouil, quoi. C'est ça qu'on est en train de travailler avec l'atelier paysan, c'est fabriquer un outil qui permette de déposer la graine d'une manière régulière sous la litière. C'est le grand travail sur lequel je me colle là, en ce moment avec plusieurs, c'est fabriquer ce putain d'outil qui nous fasse un semoir de semi-direct en maraîchage et qui ne coûte pas 20 000 €, qui ne coûte rien et qui soit reproductible par tous. Du coup, là, l'autre chose, l'utilisation de la litière préfermentée, c'était avant, il y a une erreur en description. Là, c'est la différence de couleur des litières. Je ne sais pas si vous voyez là. Il y a posé en même temps la litière. Donc là, on a de la paille. La paille a un albédo élevé, donc il y a une réflexion de la lumière et le sol ne se réchauffera pas sous de la paille. Parce qu'en fait, il ne va pas chauffer. Toute la chaleur va repartir dans l'atmosphère. C'est l'effet blanc, l'effet d'albédo. Alors que juste à côté, on a une litière d'enrubanné, de trèfle, qui en fait, au miracle, je ne m'en suis même pas rendu compte, je ne le captais pas, je l'ai capté. Cette année, c'est la première année que je travaille avec l'enrubanné, donc je n'ai pas beaucoup de recul. En fait, cette litière, elle est super sombre. Elle est devenue sombre, elle était déjà sombre quand on a ouvert la balle, mais elle s'assombrit hyper vite. Et du coup, on a mis un thermomètre la semaine où il pleuvait, là, il y a 15 jours, où il y a une semaine, il pleuvait, je suppose qu'il devait pleuvoir ici aussi, avant qu'il se remette à faire chaud. Et donc, on avait, entre là et là, on avait 1 degré d'écart de sol. Quand on plantait dans la paille, on était à 19, je crois. Et quand on était dans la rubanée juste à côté, on était à 21. On avait 1 ou 2 degrés d'écart de température. Et 1 ou 2 degrés d'écart, c'est pas rien pour la vie microbienne. Il y a des seuils où c'est pas rien, quoi. Et du coup, c'est juste la couleur de la litière. Donc, on a un engrais vert qui a cette qualité de noircir les sols, c'est la féverolle. La féverolle, quand on la détruit, rapidement, elle devient noire. Je sais pas, vous avez dû remarquer les fèves, quand elles finissent de mûrir, elles sont noires là. Et la canne devient noire aussi. Donc c'est un outil qu'on peut utiliser, c'est la couleur de la litière. Un autre outil. Hop là. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben non, putain. Un autre outil, c'est la bâche. Donc une bâche d'un silage noir posée sur le sol, on a un effet de réchauffement qui est énorme.
Mais ça, déjà, tous les maraîchers classiques utilisent le paillage plastique noir pour les cultures de salade en hiver. C'est pas qu'un effet désherbant, c'est aussi un effet réchauffant, quoi. Et quand l'été arrive, on vire la bâche noire parce qu'on a la salade a tendance à monter à graines sur les bâches noires, on revient sur du sol à nu parce que ça chauffe trop, quoi. Ça chauffe trop dans le maraîchage classique. Donc, si je fais de la tomate et de l'aubergine, je vais mettre des litières noires pour chauffer un peu le sol. Il existe aussi des plastiques blancs pour certaines cultures. Quand les sols ont tendance à trop chauffer, on met des plastiques blancs. Et il y a les plastiques transparents pour ce qui est courge et qui est melon et concombre. Généralement, quand on travaille le plastique en maraîchage, on joue sur ces couleurs-là. Donc si je fais des solanés, c'est plutôt du noir parce que les températures doivent être importantes mais pas très importantes. Le blanc, je ne sais pas pourquoi on l'utilise, moi je n'ai jamais utilisé. Et le transparent, c'est pour toutes ces cucurbitacées exigeantes en chaleur. Et on voit vraiment la différence. Si je fais un melon sur un sol à nu et que je fais un melon sur un sol où j'ai déposé une litière transparente, et bien la croissance elle est démultipliée rapidement, quoi. Et les salades en hiver, c'est pareil. Si je fais une salade sur une bâche noire et une salade sans bâche, la croissance va être démultipliée. Les pétroliers avaient inventé une émulsion de pétrole, un bitume en fait, qui balançait par aspersion sur les cultures. Avant la plantation, forcément. Parce que sinon, ça fait un peu la Moncocadix. Et du coup, à l'asperceur, en fait, ils balancent une émulsion pétrolière, ils appellent ça. Et du coup, ça a pour effet, un, d'apporter du carbone dans le sol et de créer de la structure, et deux, de noircir les sols et d'accroître la fertilité. Et du coup, une salade plantée sur pétrole et une salade plantée sur terre à nu, en fait, il y a plus de rendement sur la pétrole. Et l'avantage de ça, c'est qu'en fait, après, on laboure tout, on ramasse rien, et puis la mise en place de l'émulsion, elle est super facile. Je le mets sur l'aspersion, je pompe et je balance ça avec une buse assez grosse pour pas que ça se bouche, et puis voilà, quoi. Je suppose que ça ne colle pas à l'intérieur. Voilà, enfin voilà, voilà, simple. Balançons du pétrole sur nos sols. Mais c'est pour dire que le coût de la bâche ou de la couleur, c'est pas quelque chose d'inventé par MSV, c'est un truc connu en maraîchage depuis super longtemps, quoi. C'est sûrement pour ça, enfin, on peut imaginer que la couleur noire de l'humus a cette fonction. Les sols qui noircissent, c'est des sols qui se fertilisent en fait. Il y a une fertilité minérale, il y a une fertilité physique parce que ça accroît la structure et la porosité, et il y a une fertilité de chaleur parce qu'en fait ça apporte de la chaleur, quoi. Puis ça retient de l'eau et tout. Donc l'humus en tant que tel, c'est un objet qui est hyper intelligent, quoi. C'est un truc qui a dû mettre des millions d'années à se fabriquer sur Terre. Des essais, il a dû en faire le bon Dieu plus que nous dans les jardins, quoi, pour faire de l'humus, quoi. Avant de se dire putain, ça y est, j'ai réussi, quoi. J'ai trouvé enfin le matériau et toute la cohorte d'animaux qui sont capables de le fabriquer, quoi. Et lui, il l'a fait en 7 jours. 27 ans après, tu galères encore. C'est ça. En 7 jours pour les créationnistes, pour les évaluationnistes, en plusieurs millions d'années, quoi. Ouais. D'accord. Alors, choisis ton camp. Comme moi, je mets 17 ans pour faire mon truc, je vais être plutôt évolutionniste. Je vais dire. Voilà, donc tu vois, il faut pas perdre cette idée de coévolution des choses, en fait, et qu'elles se sont faites doucement dans le temps. Donc nos jardins, ils se font aussi doucement dans le temps. Et ils sont aussi coévolutifs avec la nature et du coup co-créatifs. Moi, j'aime bien l'idée de co-création, quoi, tu vois, pour l'humain. L'agriculteur est un co-créateur, en fait. Il est ni plus con ni moins con que la moyenne, juste, il ne comprend pas tout le temps, mais il a un potentiel de créativité. D'accord. Et oui. Et du coup, voilà, ouais. Et du coup, ouais, ça, j'en suis là. Donc, on en était à ça. Non, je reviens en arrière, putain. J'arriverai pas à le mettre en tête, hein. Comment ça se fait que je tourne en rond? Ah oui, le compost de déchets verts va permettre aussi de noircir les sols. C'est le même outil, ça allège, ça noircit les sols. Les litières à différents stades, on l'a vu. Et ici, la litière a été dégagée. La mise à nu du sol va permettre de réchauffer le sol. Mais là, il va falloir être vachement vigilant sur la levée des annuelles. On va retomber dans un maraîchage plus classique. Il va falloir anticiper la quantité de terre découverte avec sa capacité à répondre à l'enherbement qui va être certain. Si je découvre, je ne sais pas moi, 200 mètres carrés, il faut que je sache que ces 200 mètres carrés, dans mon emploi du temps, je vais pouvoir les désherber. Parce qu'elle va venir. Là, les annuelles vont débouler. Alors qu'à côté, elles ne viendront pas.
On voit tout ce qui a été sorti là sur le côté. Ensuite, le choix des engrais verts en précédent de culture va jouer aussi sur les retards de minéralisation. Là, en l'occurrence, c'est un daikon. Donc on imagine cette culture là du daikon, c'est un engrais vert qui est connu chez nos amis céréaliers. Ils appellent ça aussi structurator, les mecs, leur nom. Et du coup, c'est une plante, c'est un sipon, c'est des pièges à azote, ça. À l'automne, quand on balance ça sur les sols qui minéralisent, ça pompe tout. Parce que elle ne mycorhize pas et elle est très gourmande en nutriments azotés, les crucifères en général, quoi. Et du coup, ce qui se passe, c'est que ça, sur un itinéraire, chez moi je ne peux pas le faire, mais mettons un itinéraire où j'ai viré ma pomme de terre. Ma pomme de terre, au mois d'août, elle est partie, où mes oignons sont partis. J'arrive mi-août, je sème ma crucifère, mon radis fourragé. Il va capturer de l'azote à gogo. Ce qui va se passer, c'est que dès que je vais avoir des gelées à -9, et je suppose que chez vous, vous en avez des gelées à -9, il n'en faut pas beaucoup, le daikon, il va mourir. Et donc là, on est au mois de décembre, janvier. Au mois de décembre, janvier, le daikon, il est détruit. Et souvent, le daikon, c'est une plante à croissance super rapide et du coup qui est désherbante. Et sous le daikon, on a un sol à nu. On le voit quand on enlève nos navets ou nos radis, souvent la terre elle est à nu dessous, quoi. Il y a peu de plantes qui poussent au milieu. Cette plante va se dégrader très rapidement parce qu'elle contient que de l'azote, elle a que de matière sèche ligneuse, c'est plutôt des matières fermentescibles. Et comme elle est morte au mois de décembre, janvier, quand je vais mettre en place au mois de mars mes cultures précoces, donc mon épinard, mon radis, mes salades et tout ce qu'on peut balancer au mois de mars en fonction des conditions, en étant sur un itinéraire classique de bâches 500 trous, de bâches de chauffage de tunnel nantais et autres, ou de bâches au sol, eh bien, on va être sur le même contexte qu'un sol travaillé. Donc l'engrais vert. Ça donne naissance à ça. Ici, on voit, donc ça c'est des photos prises à Steve Groove, c'est un Américain qui travaille beaucoup sur les engrais verts, en grande culture, en semi-direct, sous couvert. Et du coup, la barrière, c'est d'un côté, ça a été fait avant le OAT, je crois que c'est avoine, c'est de l'épinard, et là ça a été fait avant du daikon, radis, même date de semis, ni rien. Vous voyez la différence de pouce? Là, l'épinard est en pleine croissance. À côté, ben, on sent qu'il patine. Et à mon avis, cet épinard, il va tellement patiner qu'il va monter à graines. À un moment donné, il va faire sa petite graine, il ne va pas faire de feuilles. Parce que j'en ai vécu souvent des épinards comme ça qui sont restés à ce stade-là et qui n'ont rien fait, quoi. Et du coup, par contre, celui-là, il va se développer. Donc, ça peut être un outil, l'engrais vert, pour éviter les retards de minéralisation quand on le cale bien son emploi du temps et qu'on choisit l'engrais vert qui minéralise vachement et qui capte beaucoup d'azote. L'autre truc, c'est l'engrais vert. Le trèfle incarnat peut être aussi un bel outil parce qu'il noircit à la destruction. Il laisse peu de litière sur le sol. Il se dessèche très vite, donc la lumière arrive. C'est une légumineuse, donc il va décharger assez rapidement et il se détruit relativement tôt, beaucoup moins tôt que le daikon, mais plus tôt qu'une céréale, quoi. Et ensuite, la préparation des litières, et j'ai fini. Donc, pour la préparation des litières et le semis des petites graines. Donc, on a plusieurs exemples là qui sont intéressants. Ici, on ne voit pas trop, mais on le voit à peine. Vous voyez, là, il y a du panais. Je ne sais pas si vous voyez là. Le petit vert, en fait, ayez confiance en moi, c'est du panais, ce ne sont pas des mauvaises herbes. Vous devez me croire sur parole. Là, c'est mes pieds. Et là, c'est un paillis d'un trèfle qui avait été enrubanné, celui-là je crois aussi, mais l'enrubanné avait été ouvert, qui est posé sur un engrais vert. Donc c'est méthode dans la serre. Vous avez l'engrais vert, vous couchez, vous posez une litière qui occulte, qui tue l'engrais vert. Et ensuite, le panais a été semé. Alors là, pour être semé, c'est un coup de rotofil pour couper. Ensuite, j'ai fait mon striptease avec la tête d'une pioche. Vous voyez la tête d'une pioche, comme ça, j'ai fait mon striptease. Ma terre est super souple dessous. Demain, j'amènerai un profil de sol pour montrer les différences. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai une levée qui est très mauvaise. Là, j'en ai quelques-uns. Là, j'en ai quasiment pas. Parce qu'en fait, la litière est trop épaisse et trop encombrée. Donc, elle s'est refermée assez rapidement. Et du coup, la petite graine de panais a eu du mal à passer parce que c'est trop épais. Elle passe. Le panais, c'est une plante qui se plante
qui ne se sent pas très dense, pas à ce point, mais qui a tendance à faire des gros trucs, donc c'est encore jouable. Par contre, il y a 0 herbe. Vous pouvez voir, pas de vivace et pas d'annuel sur ce morceau-là. La même planche qui a été coupée à moitié, où il y a juste l'engrais vert qui a été détruit à la bâche d'ensilage. Et du coup, c'est quasi la même photo, je crois que c'est la même photo que l'autre. Le pané, il est là-dedans. C'est dommage, je me suis trompé de photo. Mais bon, parce que celle-là, on voit que l'herbe, je me suis trompé de photo hier quand j'ai mis en place les photos. J'avais pris une photo où on voyait qu'en fait, le pané, il levait super bien. Le pané, en fait, il était super régulier avec le même itinéraire, donc ouvert au rotofil, un striptil à la pioche pour écarter le foin. Ensuite, la graine de pané semée à la main, c'est une vraie galère, ce pané, quoi. Semée avant de passer la pioche, c'est-à-dire j'ai posé la graine sur le sol, après j'ai passé la pioche, c'est enterré, et après je roule au vélo dessus. Comme ça tasse la terre. Et là, la levée, elle est impeccable. J'avais une levée homogène, la photo n'est pas représentative. Mais par contre, vous voyez la charge en herbe. Parce qu'en fait, l'engrais vert, seul, ne suffit pas à occulter le sol. Parce que très rapidement, il dessèche et la lumière arrive au sol et ça lève de tous les côtés. Bon, ça a été désherbé ça depuis, c'est propre. Donc il n'y a pas eu de litière ici. Hein? Il n'y a pas eu de litière ajoutée. Il n'y a pas eu de litière ajoutée, il y a eu juste l'engrais vert. Et l'engrais vert, en fait, n'est pas suffisant pour occulter totalement le sol. Et du coup, j'ai des levées d'annuel à gogo. Et par contre, la levée, c'est dommage, je ne le vois pas, la levée de pané était au top. Même, il va falloir que j'éclaircisse sur ça. C'était parfait. Alors que l'autre avait le même itinéraire, j'ai pas d'herbe, mais par contre, j'ai quasiment pas de pané. Donc on revient à la même réalité, 0 récolte, quoi, donc, ou quasiment pas. Ouais. Sans pané, tu étais sur quelle épaisseur de paillage? Là, je dois être à peu près à 100. Tu vois, ça d'épaisseur. Donc ça fait 4-5 cm. Mais c'est le fait de l'épaisseur et le fait du caractère brouillon qui reviennent dessus. Tu vois, la graine, elle se retrouve, au lieu de remonter droite, en fait, elle cherche dans la lumière, elle s'épuise, quoi. Tu vois, elle s'épuise, elle file trop, quoi. Je pense que c'est ça. Et ensuite, on a donc la troisième version, qui est sur de la carotte. Et là, je suis assez content. Parce que la carotte, ça fait un moment que j'y travaille dessus, quoi. J'espère que ça va être productif. Donc là, je vais semer de la carotte. Dans 15 jours. Tu vois, tes copains, tu dis, je vais semer de la carotte dans 15 jours. Il dit, cause toujours mon coco, tu vas semer de la carotte là. Allez. Donc là, en fait, c'est un engrais vert de pois fourragé qui a été fait derrière du chou, qui était sous bâche. Et dans lequel il avait été déposé une litière de luzerne mélangée à du dactyle, en conséquence, dessous. Le chou a été fini au mois de mars, le plastique a été enlevé, et j'ai semé à la volée un mélange avec du pois, de la vesse et de la févrole, et il n'y a quasiment que le pois qui a levé. Ça n'empêche, ça fait un joli engrais vert. Là, on est au mois de juin, début juin, et donc il est au stade floraison, donc itinéraire classique, il est bâché, et ensuite, là, on a le semis, mais c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup quand même, mais bon, enfin, il faut me faire confiance. Et du coup, là, on a la litière. Donc ici, on se retrouve avec la litière, qui est à la fois une litière prédégradée qui s'est déjà tassée, et qui n'est pas épaisse, mais qui est suffisamment agglomérée pour pas que la lumière passe au travers. Il y a un an qui est passé par-dessus. Le fait que la bâche ait été posée dessus, c'est une bâche à ensilage, la dégradation et la destruction de la litière s'est faite mal parce qu'il n'y avait pas assez d'humidité. Mais néanmoins, il y a une fermentation qui s'est mise en route. Donc déjà, elle est beaucoup plus cassante parce qu'elle a été préfermentée, que ta litière de paille qui n'est pas cassante et ton striptil, tu l'as dit, il n'arrive pas à rentrer. Alors que là, un striptil, dans ça, il va rentrer. Et en plus, dessus, il a une litière de légumineuse qui laisse peu de fibres sur le sol, contrairement à je ne sais plus ce que c'était, au seigle. Au seigle qui, lui, en fait, a une litière qui est très dure à couper et qui, en plus, il faut le savoir, sur les petites graines, est allélopathique. Je me suis fait niquer avec ces putains de graminées. J'y croyais pas à l'allopathie, mais je me suis bouffé la gueule l'année dernière et ça existe, l'allopathie. Et du coup, là, on ne le voit pas, mais je sais pas, ouais, c'est con cette photo. En fait, l'idée, c'était de montrer, là, il y a un peu de vert. Ici, il y a un peu de vert.
on a les carottes qui lèvent à l'intérieur du sol, qui lèvent d'une manière régulière et qui en plus sont sans herbe. Et donc, je présuppose qu'en travaillant dans cette dynamique, et ça fait longtemps que je réfléchis là-dessus, quoi. Et donc là, c'est quelque chose que ça fait des années que j'y suis dessus. Cette putain de carotte, je pense que tous les maraîchers ont appris beaucoup de choses avec la carotte. Et bien, j'espère arriver à faire un semi-récolte quasiment. Il y a 700 mètres carrés de carottes semées comme ça, dans de l'herbe. Donc si j'ai loupé mon coup, j'ai pas de carottes cette année parce que ça va être complètement dans l'herbe, j'aurai jamais le temps de la désherber. Surtout en venant ici, quoi. Quand je vais revenir, ça va être la surprise. Mais j'ai vachement confiance. Mais sur ta litière, en fait, c'est juste une couche d'engrais vert, mais t'as pas remis une couche, elle est suffisante. Celle-là est Non. suffisante alors que. C'est que pas l'autre, juste une couche d'engrais vert. C'est une litière préfermentée l'année précédente qui reste en reliquat. Ah oui, d'accord. Donc j'ai anticipé le truc. Tu vois, comme maintenant je suis un vieux maraîcher, tu vois, je fais pas les choses juste comme ça, j'ai envie de les faire, quoi. Je les pense longtemps avant. Du coup, je me suis fait une litière un an avant et je me suis dit, cette litière, elle sera dans un an prête pour recevoir de la carotte. Donc quand mon copain me passe et qui dit, tu vas semer de la carotte là-dedans, mais tu réfléchis à rien. Si. Non seulement ça fait 20 ans que j'y réfléchis, mais en plus, pour la récolte elle-même, ça fait un moment que j'ai anticipé la chose, tu vois. Et j'anticipe plus loin dans cette expérience, c'est que moi, là, j'ai encore fait le coup du... Je passe le rotofil, tu vois, pour créer un sillon à l'intérieur de ma litière. Ça va relativement vite, hein, c'est pas non plus la mer à boire. Même s'il y a 700 mètres carrés, ça fait quand même un paquet de rangs. Il y a 40 rangs de 50 mètres, un truc comme ça, ou 50 rangs de 50 mètres. Et du coup, ensuite, je l'ai fait quand même en deux semis. Parce que si j'ai des herbages, je ne veux pas non plus être complètement démuni, quoi. Et du coup, ensuite, avec ma pioche, en passant le pointeau de la pioche dans la terre qui est super souple dessous, quoi, en fait, je fais juste que passer le pointeau. Ça permet un peu d'ouvrir le sillon et faire un tout petit striptease, même si j'en ai pas besoin. Mais surtout, ça finit d'écarter les fibres. Et après, tout doucement, avec un semoir Earth, je sais pas trop quoi, là, des semoirs à 2 balles, à 0,5 km/h, t'avances et tu regardes bien que ça bourre pas et tout le reste. Et après, avec mon vélo, je me retape tous les rangs, ambiance Tour de France, quoi. Et je remonte mes rangs et je refais, parce qu'en fait, la carotte a besoin d'être vachement appuyée. Un coup d'arrosage, une gestion classique de la carotte, pas de dessèchement au moment de la levée. Et même pas une semaine après, 6 jours après, je commençais à voir les carottes qui levaient. 7 jours après, j'avais mes rangs qui apparaissaient. Et 10 jours après, tous mes rangs étaient là, quoi. Et ils sont là, ils sont vraiment là. Il en manque que peu. Il y a quelques endroits, parce que le semoir n'est pas super performant, où il y a eu des accumulations, et des endroits où ça manque, mais moins que d'habitude, quoi. Et du coup, l'idée sur laquelle je travaille aujourd'hui, sur mon semoir de semi-direct pour semer la carotte, c'est qu'en fait, je vais prendre un disque trancheur, comme ma litière est en fait est fragile. C'est une litière qui est préfermentée, donc vous voyez comment ça fait de la paille qui casse. Ça se casse tout seul. Du coup, ce que j'espère, je vais savoir ça la semaine prochaine parce que je me suis gardé 5 rangs pour faire mes essais parce qu'il n'était pas encore prêt, mon semoir. Et du coup, ce que j'espère, c'est que ce disque trancheur arrive à trancher. Donc j'ai un outil où j'ai un disque trancheur et associé à côté du disque trancheur, à cheval sur le disque trancheur et sur la dent déposeuse en fait, j'ai des rouleaux plombeurs qui maintiennent la litière sur le sol pour que ça fasse contre-couteau. Tu vois, par rapport au strip-tip, tu disais que ça bourrait, c'est parce qu'en fait ça manque de contre-couteau. Si tu as un contre-couteau de chaque côté de ton disque trancheur, en fait, quand le disque passe, ben en fait, ça a tendance à plus sectionner que quand les pailles remontent comme ça, tu vois. Elles ne peuvent pas remonter. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que la dent, si elle n'a pas de rouleau qui happe le mulch, en fait, elle va bourrer directement, quoi, derrière. Donc l'idée, c'est que ça peut passer comme ça. Peut-être, on verra. Cet outil, j'y suis depuis le mois de janvier. En fait, le semoir, j'y suis depuis plusieurs années. Mais celui-là, j'y suis depuis le mois de janvier. J'espère qu'il va être prêt la semaine prochaine. Suite au prochain épisode. Donc, je ne sais pas si vous avez capté un peu que quand on veut faire du semi-direct de petites graines
en maraîchage sol vivant, il faut que le sol ait été travaillé par la vie, et ça c'est un vrai travail d'aggradation lié à l'humus. Il faut que je me sois débarrassé de toutes les vivaces grâce aux femelles de la vache et de la vache aussi, puisqu'elle améliore les sols. Et ensuite, il faut que ma litière corresponde à un état de dégradation qui va permettre à la fois d'occulter le sol, mais pas d'empêcher que la graine passe. Donc ça demande un peu de maîtrise type Formule 1, quoi. Dans le genre, on a juste, c'est de la mécanique fine. C'est de la mécanique fine. Mais c'est pas non plus sorcier, je suppose. C'est juste, il faut bien anticiper les choses. Donc là, je continue. Survivace mal désherbée. Donc là, j'ai l'exemple de ça. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Survivace mal désherbée. Ici, vous voyez, il y a de l'enrubanné qui a été posé sur un engrais vert, mais cette vivace, les vivaces étaient mal désherbées. Et là-bas, j'ai un rond de chien dent qui pousse. Je ne sais pas si vous voyez. Le vert là. Et ça, c'est pas bon. Ça, si je mets des cultures là-dedans, j'ai 0 récolte. C'est même pas la peine que je me fasse chier à foutre quoi que ce soit là-dedans. Même là, vous voyez, il y a quelques, comment il s'appelle, il y a quelques levées de saloperie. Donc il doit y avoir du chardon et autres. Si je fous des cultures sans bâche là-dessus, c'est comme si je jetais de l'argent par les fenêtres et du temps. C'est même pas la peine que je le fasse. Autant que je laisse tout pousser ou que je ressème un engrais vert ou je sais pas ce que je fais, mais en tous les cas, je fais pas du maraîchage là-dedans, quoi. Même si la fertilité y est, la structure y est, les minéraux y sont, mais mon sol n'est pas assez propre. Donc ça va basculer obligatoirement sur une culture sur bâche. Je vais mettre une bâche citron à l'intérieur et je vais faire du chou chinois dans cette parcelle. C'est largement jouable et du coup, je vais me nettoyer ma parcelle. Ce qui fait que l'année prochaine, le rond de chien dent aura disparu, ces quelques trucs auront disparu. Si éventuellement ça n'a pas été assez tué, rebelote, je fais une culture sous bâche, une courge par exemple, et à un moment donné, je finirai par avoir une parcelle où il y a 0 vivace. Et là, je pourrais basculer sur un semis de petites graines, type carotte par exemple, mais pas avant. Là, si je m'étamuse à faire de la carotte, ben, j'oublie. Hein. J'ai déjà fait, j'en ai chié, quoi. Vraiment. J'ai réussi à récolter, mais alors à la force du poignet, et j'ai juste sauvé les meubles, quoi. L'autre exemple, c'est à côté. J'ai planté quand même de la betterave. Bon, on ne voit pas très bien. Et on voit que ça commence à se salir de tous les côtés, quoi. L'autre exemple, c'est ici du poireau. Donc c'est la planche d'à côté, le poireau. Les taches, en fait, c'est de la salade qui a été plantée juste à côté. Là, c'est du poireau qui a été planté à l'intérieur de la litière. Cette litière a été posée en même temps que la litière qui a été posée là. Donc ça fait 1 mois qu'elle a été posée. Il y a 1 mois que cette litière elle a été posée. Et l'autre, il y a 1 mois qu'elle a été posée. Et du coup, là, j'ai 0 herbe. J'ai 2-3 vivaces qui sortent que je vais pouvoir arracher à la bêche. Et entre les rangs, il y a 0 annuel, 0 vivace. Et il y a de la fertilité. Les poireaux, je les ai à peine poussés. À 1 semaine, ils avaient doublé de ça, quoi, les poireaux. Je suis même impressionné. Sur l'enrubané, je pense que l'enrubané, ça marche super bien, quoi, comme moteur. Et à côté, je fais du poireau qui est en train de cramer, là, sûrement. Parce qu'il fait des UV de dingue. Et je n'ai pas voulu pailler la bâche. Normalement, en été, je paille toute la bâche comme ça. J'ai fait du céleri rave sur bâche pour nettoyer un endroit, du citron au mètre carré. Citron au mètre carré, ouais. Et du coup, j'ai paillé et mon céleri rave, il n'a pas cramé même avec le truc. Je l'ai bien. Alors que là, mon poireau, j'ai eu la flemme de pailler. J'ai fait une erreur, je me suis fait niquer, quoi. Parce que là, à côté, c'est pareil. Cette parcelle n'était pas propre. Et du coup, je l'ai renettoyé. Et du coup, je pense que j'ai fini. Voilà. Sur l'importance des litières et tout ça, quoi. Bon, j'espère que ça vous aura satisfait. Ouais, merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup.